La démocratie et l'islam sont-ils compatibles? On entend parfois dire que la démocratie est un colosse aux pieds d'argile. C'est une erreur. La démocratie est un funambule, pas un colosse. Elle avance en tremblant avec une élégance fragile, ses mains chargées de doutes et ses poches pleines d'opinions discordantes. Elle n'impose rien, elle propose. Elle ne révèle rien, elle questionne. Elle ne ferme aucune porte. Elle les laisse toutes entr'ouvertes, quitte à attraper un courant d'air. Face à elle, l'islam adopte la posture inverse. L'univers y est clair, ordonné, hiérarchisé, balisé, comme une autoroute sans sortie. Il suffit d'obéir, de réciter, de répéter. Le doute, dans ce cadre, est aussi mal vu qu'un chien dans une mosquée ou un philosophe dans une caserne. À lire certaines sourates, on passe en quelques vers de vision cosmique à des injonctions disciplinaires, comme si un poète mystique et un sergent instructeur avaient coécrit un manuel de vie. Cette tension interne est stupéfiante. Elle révèle une ambition totalisante. Dire le cosmos, l'histoire, la morale, le droit, la famille, la guerre, la cuisine, l'intime. Et pourquoi pas le bulletin météo, tant qu'on y est. Dans la Bible, Isaïe chapitre 55, verset 8 déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » C'est une manière élégante de dire que, côté altitude spirituelle, Dieu joue dans une ligue où l'être humain n'aperçoit même pas la porte d'entrée. Le verset suivant enfonce le clou. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. L'idée est claire. Il existe un décalage cosmique entre la perspective divine et la nôtre. Tenter une lecture honnête et documentée, j'ai étudié méthodiquement le Coran et l'histoire du prophète durant 6 mois. Conclusion, je dois admettre que, pour moi, ces textes ne portent pas la moindre marque du divin. On y retrouve un ensemble mélangé des idées répandues à l'époque dans la région. Leur cohérence et leur provenance me semblent aussi convaincantes qu'un manuscrit antique rédigé sur une ardoise d'école un jour de tempête. Et je m'étonne, non pas que des gens intelligents s'y intéressent, après tout, l'intelligence humaine adore les labyrinthes, qu'ils puissent y voir l'empreinte d'une sagesse supérieure. La démocratie, elle n'a pas ce culot. Churchill, qui avait parfois le sarcasme d'un ours savant, disait qu'elle était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Elle est lente, bavarde, imparfaite, mais vivante. Sa force n'est pas dans ses certitudes, mais dans sa capacité à naviguer sans carte, à corriger son propre cap, à accepter que le monde soit plus complexe que ce que les anciens prophètes, scribes, califes ou empereurs imaginaient. Lorsque certaines doctrines religieuses entendent régir la totalité de l'espace public et privé, le choc devient structurel. Ce n'est pas une simple différence culturelle, c'est une collision entre deux architectures de pensée. D'un côté, l'absolu, de l'autre, l'incertitude organisée. C'est un peu comme un duel entre un menhir et un funambule, solide contre souple, mais pas forcément le vainqueur qu'on croit. La sociologie distingue les rencontres culturelles choisies, tourisme, échange artistique, mariage mixte, et les rencontres imposées, migration forcée, conquête, colonisation. Les premières produisent souvent des hybridations délicieuses. Les secondes provoquent des crispations, des replis, des inquiétudes. Une société d'accueil peut digérer beaucoup de choses, mais pas un système idéologique
qui considèrent la démocratie comme un caprice occidental ou pire, une invention satanique. Car l'idée même de démocratie est profondément blasphématoire pour tout système qui croit détenir une vérité absolue. Elle dit « personne n'a raison pour toujours ». Elle répète « tu peux me critiquer ». Elle insiste et « si tu veux blasphémer, on en parlera autour d'un café ». La démocratie adore qu'on lui marche sur les pieds, c'est sa façon d'avancer. Là où le dogme ferme les portes, la démocratie en trouve les fenêtres. Là où certains textes sacrés promettent des réponses définitives, le débat public n'offre que des hypothèses provisoires. Et c'est précisément cela qui fait sa grandeur. L'histoire européenne n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a eu sa triste et aberrante inquisition, ses empereurs messianiques, ses rêves de pureté idéologique, ses folies coloniales. Mais elle a aussi accouché d'une idée prodigieuse. Aucun texte n'est trop sacré pour échapper à la critique. Aucun prophète, aucun roi, aucun fondateur n'est trop élevé pour être interrogé, replacé dans son contexte, compris et dépassé. C'est cette liberté-là qui est en jeu lorsqu'un système clos entre dans un espace ouvert. Comment faire cohabiter un modèle qui dit « tout est dit » avec un modèle qui dit « tout reste à dire » ? Comment concilier un texte qui se veut parfait avec une société qui considère la perfection comme une illusion dangereuse ? Comment intégrer un absolu dans un monde qui ne reconnaît que le relatif ? Les systèmes religieux totalisants séduisent parce qu'ils simplifient. Ils transforment l'existence en manuel d'utilisation. Ils retirent aux êtres humains la lourde charge d'avoir à penser leur propre vie. Mais les solutions simples pour les mondes complexes finissent toujours par se briser. Parfois sur la science, parfois sur la modernité, parfois sur la simple réalité du vivre ensemble. La démocratie propose l'inverse, une gymnastique mentale. Elle demande de reconnaître qu'on peut se tromper, qu'on peut évoluer, qu'on peut rire de ce que d'autres prennent au sérieux, qu'on peut contester ce qui était sacré, qu'on peut chercher ailleurs, autrement, infiniment. Alfred Simon Jean Bernard, médecin français, membre de l'Académie française du siècle dernier, rappelait que l'agresseur le plus redoutable est celui qui s'installe dans l'intime. Le dogme absolu s'installe dans l'intime. C'est sa spécialité. Il colonise l'esprit en se présentant comme la clé du sens. Il offre une sécurité, mais au prix de la liberté intérieure. La démocratie, elle, offre l'inverse, l'inconfort du monde ouvert, le vertige du doute, le souffle de la pensée. Ce qui est en jeu n'est pas la guerre contre une religion, mais la défense d'un espace mental. Un espace où les idées circulent, se heurtent, s'amendent, se transforment. Un espace où la vérité n'est pas un bloc imposé, mais une conversation infinie. Le choix, au fond, est simple. Voulons-nous vivre dans un monde où l'on récite des certitudes ou dans un monde où l'on invente des vérités provisoires ? Voulons-nous la sécurité de l'absolu ou la liberté du doute ? Voulons-nous la rigidité des systèmes clos ou la respiration des sociétés ouvertes ? Contre cet absolu, je préfère l'incertitude démocratique, la parole bancale mais libre, et ce droit inaliénable au doute qui est peut-être la plus haute forme de respect envers l'homme. La démocratie n'est pas seulement un régime politique, c'est une forme de poésie, une manière de dire le monde est trop vaste d'une seule voix. Et tant que cette phrase conserve son écho, il reste un avenir, car dans le tremblement même de cette pluralité réside un courage discret.
accepter la fragilité du vrai, reconnaître que nul n'en possède le monopole et que le sens ne s'élabore qu'en marchant à plusieurs sur un sol qui n'est jamais parfaitement stable. La démocratie, c'est cet espace où l'on avance malgré les incertitudes, où les certitudes trop nettes sont tenues en respect, où l'on préfère la lente fermentation du débat à l'éclat brutal de la vérité imposée. Elle vit de voix discordantes, de manières différentes d'habiter le réel, de visions qui se croisent et parfois se heurtent, mais qui, par ce heurt même, fabriquent du possible. Elle ne promet pas la perfection, elle offre mieux la possibilité de recommencer, de corriger, d'ajuster, de se contredire, de changer d'avis sans perdre sa dignité. Elle est une école de patience et d'humanité où la faiblesse de chacun devient la force de tous. Alors, tant que des hommes et des femmes continueront à défendre cette fragile musique du multiple, tant que résonnera cette conviction qu'aucune voix ne doit engloutir les autres, tant que subsistera ce refus obstiné de la pensée unique, il restera non seulement un avenir, mais la promesse d'un monde encore ouvert, encore respirable, encore humain. Pas besoin d'avaler des montagnes de rapports ou d'écouter les bavardages des experts en cravate pour constater ce que le bon sens hurle déjà dans les rues en Europe. Quelque chose change profondément, dramatiquement. Il faut être soit aveugle, soit ministre pour ne pas le voir. Ici à Bruxelles, je vis dans un beau quartier que l'on disait autrefois résidentiel, ce qui voulait dire calme, un peu bourgeois, sans trop de vagues, sauf celles des avions qui décollent et atterrissent. Aujourd'hui, c'est autre chose. Une tension flotte dans l'air, comme un soupçon d'orage avant l'éclair. Les regards ont changé, les langues aussi. Et je l'avoue, il m'arrive d'être inquiet. Pas d'ennemi précis, mais cette impression diffuse d'être un intrus dans ma propre ville. Durant ce temps, de nombreux politiciens, inconscients du danger, valsent dans leur salon doré, débattent de chiffres qu'ils truquent comme des illusionnistes de bas étage. Leur seule véritable inquiétude consiste à ne pas perdre leur siège, bien rembourré par nos impôts, pendant que le sol sous nos pieds change de texture. Faut-il partir, quitter ce coin de ville où je vieillis et qui semble aujourd'hui me regarder de travers? Je ne sais pas. Peut-être que je dramatise, peut-être que l'humain, dès qu'il ne reconnaît plus les contours de son monde, crie à l'invasion. Peut-être ai-je raison. La peur, parfois, est un signal d'alarme qu'il ne faut ni nier, ni nourrir, mais comprendre.